La France, dans les dernières lueurs du XXe siècle, aimait à croire ces fantômes apaisés. Les années noires de l'occupation, ce passé qui ne passait pas, semblaient enfin relégués aux livres d'histoire, aux commémorations solennelles et aux témoignages des derniers survivants. On célébrait la résistance, on condamnait Vichy, et l'on pensait la page tournée, le grand livre des comptes de la nation soldé par le temps et l'oubli. Pourtant, le mal, comme certaines racines tenaces, ne meurt jamais tout à fait. Il se terre, change de visage, se drape dans les habits de la respectabilité, attendant parfois des décennies pour ressurgir là où on l'attend le moins, non pas dans les aveux d'un vieillard sénile ou les pages d'un dossier d'archives poussiéreux, mais sur la toile d'un maître, dans la beauté tourmentée d'une œuvre d'art célébrée par la République tout entière. Cette histoire est celle d'une chute vertigineuse, celle d'un masque qui a tenu plus de 50 ans avant de se fissurer sous le poids d'un détail infime, d'un simple nœud de corde peinte à l'huile. C'est l'histoire d'André Lemaître, le peintre reclus de Provence, l'icône de la résilience française et du monstre qui dormait sous le vernis du génie. En cette année 1996, le nom d'André Lemaître était synonyme de consécration. Il était de ces artistes que la France aime fabriquer, figures tutélaires dont l'art et la biographie s'entremêlent pour former une légende nationale. Âgé de 78 ans, il vivait retiré du monde dans un mas austère, une forteresse de pierres sèches agrippée aux contreforts des Alpilles. De là, dominant les champs d'oliviers au tronc noueux et les vignes balayées par un mistral implacable, Lemaître peignait. Il peignait avec une fureur contenue, une discipline de fer qui confinait à l'obsession. Le monde extérieur ne le voyait que rarement. Il ne fréquentait pas les vernissages parisiens où ses toiles s'arrachaient à des prix vertigineux. Les collectionneurs du faubourg Saint-Germain, les directeurs de musées new-yorkais et les critiques d'art les plus influents du pays parlaient de lui avec une déférence quasi religieuse, mais peu pouvaient se vanter de l'avoir approché. Lemaître cultivait son mystère comme il cultivait ses lavandes, avec une patience infinie et un art consommé du silence. Les rares journalistes qui obtenaient le privilège d'une audience décrivaient un homme au physique trompeur. Sous la crinière de cheveux blancs et la silhouette voûtée du vieil anachorète, on devinait une vigueur intacte. Ses mains, surtout, fascinaient, larges, épaisses, burinées. Ce n'étaient pas les mains délicates d'un esthète, mais les paluches d'un paysan ou d'un docker. Des mains faites pour empoigner, pour serrer, pour briser. Et puis il y avait son regard, d'un bleu délavé, presque glacial, un regard qui semblait sonder les âmes sans jamais rien livrer de la sienne. Sa légende, soigneusement entretenue par son galeriste parisien, était aussi puissante que sa peinture. André Lemaître, racontait-on, était un survivant. Un jeune prodige des beaux-arts de Marseille, dont la jeunesse avait été fauchée par la guerre. Enrôlé de force, disait-il à demi-mot, lors des très rares entretiens qu'il accordait, sans jamais préciser dans quel corps ni sous quel drapeau. Il laissait planer une ambiguïté savante, parlant d'un traumatisme originel, de l'absurdité du fracas des armes qu'il avait laissé briser, mais vivant. La peinture, pour lui, n'était pas un choix mais une nécessité. Une thérapie. Le seul moyen d'exorciser les démons qui le hantaient. Et ses toiles criaient cette souffrance. Lemaître n'était pas le peintre de la Provence de Cézanne ou de Van Gogh, cette Provence solaire et vibrante. Sa Provence à lui était crépusculaire, minérale, tragique. Ses paysages étaient des champs de bataille après le combat. Ses ciels, rarement bleus, étaient des plafonds de plomb, lourds de nuages violacés et de noirs profonds qui semblaient saigner sur l'horizon. Ces cyprès n'étaient pas des flèches d'espoir tendues vers le ciel, mais des sentinelles sombres et tordues par un vent de désespoir. Ces oliviers, motifs récurrents, avaient des troncs qui ressemblaient à des corps suppliciés, leurs branches à des membres disloqués. Ils travaillaient la matière à la brosse et au couteau avec une épaisseur, un empattement qui donnait à la toile un relief presque charnel. Chaque tableau était une cicatrice. Les critiques d'art les plus éminents, de Paris à Londres, y voyaient l'expression la plus pure de la condition humaine post-traumatique. Lemaître ne peint pas un paysage, il peint la mémoire d'une douleur, écrivait un célèbre critique dans Le Monde.
C'est la cartographie d'une âme française meurtrie par le XXe siècle, une exploration de la souffrance qui, par la magie de l'art, se sublime en une beauté foudroyante. Ses œuvres portaient des titres évocateurs, Ciel de cendre sur les baux, Racines de Gethsémani, Le silence des pierres. Le public, comme la critique, était conquis. Acheter un Lemaître, ce n'était pas seulement acquérir une œuvre d'art, c'était s'approprier un fragment de l'histoire de France, un morceau de cette résilience collective qui avait permis au pays de se relever de ses ruines. André Lemaître n'était plus seulement un peintre. Il était un symbole, un trésor national vivant qui avait transformé les ténèbres en lumière, la souffrance en chef-d'œuvre. Personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer la nature véritable de ces ténèbres. Au printemps de cette même année, 1996, un jeune journaliste et historien de l'art du nom de Julien Dubois se vit confier le projet de sa vie. La rédaction du catalogue raisonné et de la biographie définitive d'André Lemaître, en prévision d'une rétrospective monumentale prévue au Centre Pompidou pour l'an 2000. À 32 ans, Julien était un pur produit de l'excellence universitaire française. École du Louvre, thèse sur l'art informel, une plume acérée et une passion dévorante pour son sujet. Il admirait Lemaître sans réserve. Pour lui, le vieux peintre incarnait une intégrité artistique et morale devenue rare. Ce projet était plus qu'une consécration professionnelle, c'était un pèlerinage. Pendant des mois, Julien s'immergea corps et âme dans l'œuvre du maître. Il passa des semaines entières dans les réserves des musées, dans les coffres des collectionneurs privés, dans les archives du galeriste de la place des Vosges. Il analysa des centaines de toiles, des esquisses de jeunesse au grand format de la maturité. Il lisait, comparait, classifiait. Son œil, exercé à déceler les influences, les ruptures et les continuités, scrutait chaque centimètre carré de peinture. Il connaissait la composition de la palette de Lemaître pour chaque décennie, la façon dont il signait, la texture de ses fonds, la violence maîtrisée de ses coups de couteau. Il était devenu le plus grand expert de l'œuvre d'un homme qui, paradoxalement, restait une énigme. C'est au cœur de l'été, alors que Paris suffoquait sous une chaleur moite, que le premier grain de sable vint se loger dans les rouages bien huilés de son admiration. C'était un détail, une chose infime, un de ces éléments de composition que l'on enregistre d'abord inconsciemment. Un motif récurrent. Dans une toile de 1972, intitulée « Nature morte à la corde », une corde de chanvre élimée était enroulée autour d'une cruche brisée. Rien que de très banal. Mais dans un paysage de 1981, l'arbre du pendu, une liane morte pendait d'une branche de chêne, et la façon dont elle était nouée lui parut étrangement familière. Puis, dans une série de dessins au fusain datant des années 50, il retrouva ce même type de nœud, esquissé avec une précision presque clinique. Julien, méthodique, commença à traquer ce détail. Il créa un dossier spécifique sur son ordinateur. Motif nœud. Photo après photo, analyse après analyse, la chose devint une obsession. Le nœud apparaissait dans au moins une vingtaine d'œuvres majeures, étalées sur plus de 40 ans de carrière. Parfois visible au premier plan, comme un élément central de la composition, parfois dissimulé dans l'ombre d'un rocher, dans l'enchevêtrement de racines d'un arbre, presque comme une signature secrète. Ce n'était pas n'importe quel nœud. Julien, dont le père était un ancien officier de marine, avait quelques notions. Ce n'était ni un nœud de chaise, ni un nœud de cabestan, ni aucun des nœuds marins ou usuels qu'il connaissait. C'était une boucle complexe, une sorte de nœud coulant double, avec une façon bien particulière de croiser les brins avant de former la ganse. Un nœud qui semblait conçu pour une fonction précise, une fonction qui n'avait rien à voir avec l'amarrage d'un bateau ou le bottelage du foin. Il y avait dans sa structure une efficacité sinistre, une perfection fonctionnelle qui le mettait mal à l'aise. Pourquoi cette obsession ? Pourquoi ce motif revenait-il avec une telle régularité dans l'œuvre d'un homme censé peindre la souffrance de la nature et de l'âme ? Julien tenta de trouver une explication rationnelle, une interprétation symbolique. La corde, lien qui entrave ? Le nœud, symbole du traumatisme non résolu, du non-dit qui étrangle la mémoire. C'était l'hypothèse la plus plausible, celle qui s'accordait parfaitement avec la légende de l'artiste tourmenté.
N'importe quel autre critique s'en serait tenu là, y voyant une clé de lecture psychanalytique fascinante pour son ouvrage. Mais Julien était plus qu'un critique d'art. Il était aussi un historien, et pour un historien, un détail précis et répété n'est jamais anodin. Il est une trace, un indice, potentiellement la clé d'une vérité cachée. Poussé par une intuition qu'il ne s'expliquait pas lui-même, une sorte de démangeaison intellectuelle, il passa une soirée entière à reproduire le nœud au crayon sur une feuille de papier canson. Il le dessina sous tous les angles, en suivant pas à pas les entrelacs de la corde sur les photographies en haute définition de ses tableaux préférés. Le lendemain matin, au lieu de se rendre à la Bibliothèque nationale, il prit le TGV pour Marseille. Il avait rendez-vous avec un vieil ami de son père, un homme qui ne connaissait rien à la peinture, mais qui savait tout des ombres de la Seconde Guerre mondiale dans la cité phocéenne. Marc-Antoine Pelletier était une institution à Marseille. Professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille, il avait consacré sa vie entière à documenter l'histoire de la résistance dans la région. Son bureau, au dernier étage de la faculté, croulait sous des piles de livres, des boîtes d'archives et des cartes jaunies. Une odeur de vieux papier et de tabac froid y flottait en permanence. Pelletier, septuagénaire à l'œil vif et à la parole rare, avait recueilli les témoignages de centaines de résistants, de déportés, mais aussi de collaborateurs. Il connaissait les organigrammes des réseaux, les lieux des caches d'armes, les noms des traîtres et les adresses des centres d'interrogatoire de la Gestapo, comme s'il y avait vécu. Sa mémoire était un mémorial vivant. Il accueillit Julien avec une poignée de main bourrue mais chaleureuse. Ils parlèrent un peu du père de Julien, de la mère, puis le jeune homme, avec une certaine gêne, sortit de sa sacoche le dessin qu'il avait réalisé la veille. « Marc-Antoine, pardon de vous déranger pour ce qui est sans doute une lubie d'historien de l'art, mais voilà, je travaille sur le peintre André Lemaître. Dans son œuvre, ce nœud apparaît de façon récurrente. Je n'arrive pas à l'identifier. Ce n'est pas un nœud marin, ni un nœud d'alpiniste. Ça vous dit quelque chose ?» Pelletier chaussa ses lunettes en écaille, se pencha sur le dessin posé sur son bureau encombré. Un long silence s'installa, seulement troublé par le bruit du ventilateur asthmatique qui brassait l'air chaud de juillet. Julien observa le visage de l'historien se transformer. La bonhomie s'effaça, remplacée par une expression de concentration intense, puis de stupeur glacée. L'homme blêmit visiblement. Sa main, qui tenait la feuille, se mit à trembler imperceptiblement. Il releva lentement la tête et son regard n'était plus celui d'un universitaire curieux, mais celui d'un homme qui venait de voir ressurgir un spectre. « Mon Dieu !» murmura-t-il d'une voix blanche. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Sur les tableaux de Lemaître !» répéta Julien, le cœur soudain battant. « Pourquoi ? Vous le reconnaissez ?» Pelletier se laissa tomber sur sa chaise, le souffle court. Il passa une main sur son visage, comme pour chasser une vision. « Le reconnaître !» répéta-t-il, la voix sourde. « Je ne l'ai jamais vu de mes yeux, Dieu merci, mais je l'ai lu, décrit, des dizaines de fois, dans les témoignages des rescapés de la rue Paradis. » La rue Paradis. Julien connaissait ce nom. Au 425 de cette rue élégante se trouvait, de 1943 à 1944, le siège de la SIPO-SD, la Gestapo de Marseille. C'était l'un des pires centres de torture de France, un lieu d'où peu de résistants sortaient vivants, et aucun ne sortait indemne. Dans les procès-verbaux de l'épuration, dans les récits que j'ai moi-même recueillis auprès des survivants dans les années 70, ce nœud est mentionné, continua Pelletier, le regard perdu dans le vague. C'était une signature, la signature d'un tortionnaire, un Français qui travaillait pour la Gestapo. Les Allemands le laissaient faire le sale boulot sur ses compatriotes. Les résistants l'avaient surnommé, ils l'appelaient la corde. Le nom tomba dans le silence du bureau avec le poids d'une pierre tombale. La corde. Un pseudonyme brutal, fonctionnel, qui disait tout de la méthode de son propriétaire. Son truc à lui, ce n'était pas la baignoire ou la gégène, expliqua Pelletier, la voix maintenant dure comme le granit. C'était la suspension. Il utilisait ce nœud spécifique pour ligoter les poignets de ses victimes et les suspendre à un crochet de boucher fixé au plafond.
La double boucle empêchait le sang de circuler et la douleur, disait-il, était inimaginable, une dislocation lente des épaules. Il laissait les gens comme ça pendant des heures, des jours. Certains en sont morts, d'autres sont devenus fous. Et ceux qui ont survécu n'ont jamais oublié ce nœud. Ils l'ont décrit avec une précision terrifiante. C'est exactement celui-là. Julien sentit un froid glacial l'envahir malgré la chaleur écrasante. L'univers s'était subitement inversé. L'œuvre d'art, le symbole de la souffrance sublimée, devenait la confession involontaire d'une barbarie sans nom. Le motif obsédant n'était pas la cicatrice d'une victime, mais la signature d'un bourreau. L'idée était si monstrueuse, si vertigineuse, qu'elle en paraissait absurde. André Lemaître, le poète maudit, le trésor national, la corde? Mais c'est impossible, balbutia Julien. Lemaître est un héros de guerre, un artiste respecté. Qui était la corde? Demanda Pelletier, coupant court à ses protestations. Personne ne le sait. C'est un des grands mystères non résolus de l'épuration à Marseille. Son nom n'est jamais apparu. Pas de photos, pas de dossier. Les témoignages décrivent un jeune homme, une vingtaine d'années à l'époque, grand, froid, qui ne parlait presque pas. Un Français zélé particulièrement sadique. Il a disparu à la libération de Marseille en août 1944, volatilisé, probablement liquidé par un commando FFI ou enfui avec les Allemands en déroute. Son dossier est resté vide, il est devenu un fantôme, une légende noire des sous-sols de la Gestapo. Les deux hommes restèrent silencieux, écrasés par l'énormité de l'hypothèse qui flottait entre eux. Un artiste célèbre, au sommet de sa gloire, pouvait-il être ce spectre sanguinaire? Sa vie entière, son œuvre, sa légende, tout cela ne serait-il qu'une imposture colossale, le camouflage le plus brillant de l'histoire criminelle française? Il faut vérifier, dit enfin Julien, la voix résolue. L'admiration avait fait place à une sorte de fureur sacrée, le besoin impérieux de savoir. Il faut trouver qui était cet homme. Il doit bien y avoir une trace, quelque part, une liste, un nom. Pelletier hocha la tête, son regard d'historien s'allumant d'une lueur nouvelle. Le doute n'était plus permis. L'enquête, que l'histoire avait laissée en suspens depuis plus d'un demi-siècle, venait de reprendre. Il ne cherchait plus seulement la vérité sur un artiste, il plongeait dans les abysses de la mémoire française, à la poursuite d'un tortionnaire qui, pendant 50 ans, avait réussi l'ultime tour de force, faire admirer à ses victimes et à leurs enfants les instruments de leur propre martyre. La chasse venait de commencer. Et au bout du chemin, dans son mât provençal, le vieux peintre continuait de peindre ses paysages tourmentés, ignorant que les nœuds qu'il avait semés sur ses toiles comme autant de cailloux empoisonnés étaient sur le point de le ramener à son point de départ, l'enfer de la rue Paradis. Le retour de Julien Dubois à Paris se fit dans un silence fiévreux. Le soleil de Marseille, qui avait inondé le TGV à son départ, lui semblait maintenant lointain et obscène. Dans son esprit, une seule image, un seul nom, tournait en boucle, effaçant les paysages colorés du maître provençal, la corde. Ce pseudonyme, arraché au limbe de l'histoire par le vieil historien Marc-Antoine Pelletier, avait transformé son projet biographique en une instruction criminelle. L'admiration pour l'artiste s'était muée en une fascination horrifiée pour le monstre potentiel. Chaque coup de pinceau d'André Lemaître, chaque empattement de matière, chaque ciel de cendre lui apparaissait désormais sous un jour nouveau et macabre. Était-ce la mémoire d'une douleur subie ou le souvenir sadique d'une douleur infligée? La question était devenue une plaie ouverte, une obsession qui exigeait une réponse non plus pour la gloire de l'art, mais pour l'honneur des morts. Le pacte fut scellé au téléphone entre Paris et Marseille. Julien Dubois, le jeune historien de l'art, et Marc-Antoine Pelletier, le vieux gardien de la mémoire résistante, allaient unir leurs forces. L'un avait l'œil, la connaissance intime de l'œuvre prétexte, l'autre avait la méthode, l'accès aux sources et la connaissance profonde du cloaque de la collaboration marseillaise. Ensemble, ils allaient descendre dans le labyrinthe de papier où dort la vérité pour traquer un fantôme qui avait eu l'audace de se cacher en pleine lumière pendant plus d'un demi-siècle. Les archives départementales des Bouches-du-Rhône ne sont pas un lieu où l'on vient chercher la beauté.
C'est un sanctuaire de silence et de poussière, un royaume de carton gris et de registres reliés de cuir fatigué. Pour Julien, habitué à l'atmosphère feutrée des bibliothèques d'art et des musées, le choc fut brutal. Il n'y avait ici ni chef-d'œuvre, ni éclairage savant, seulement des liasses de documents qui exhalaient une odeur âcre, celle du temps et des tragédies oubliées. Pendant des semaines qui se transformèrent en mois, sous la direction de Pelletier, ils s'attelèrent à une tâche de bénédictin. Leur quête était celle d'une aiguille dans une meule de foin empoisonnée. Le nom de Lacorde n'apparaissait sur aucune liste officielle. Les auxiliaires français de la Gestapo, souvent recrutés dans la pègre locale, parmi les nervis du milieu marseillais ou les militants collaborationnistes les plus fanatiques, n'avaient pas toujours de contrat de travail formel. Ils étaient les chiens de basse-cour de l'occupant, des outils jetables dont on se débarrassait sans laisser de traces. Ils commencèrent par éplucher les dossiers de la Cour de justice et de la Chambre civique, constituée à la Libération, pour juger les faits de collaboration. Des centaines, des milliers de pages de dépositions, de témoignages, d'interrogatoires. Les noms des victimes défilaient, litanie funèbre de patriotes, de juifs, de résistants. Et dans le récit de leur calvaire au 425 de la rue Paradis, la figure spectrale de Lacorde revenait périodiquement. Un jeune Français, grand, blond, aux yeux très clairs, qui ne souriait jamais, disait un témoignage d'un rescapé du réseau combat. Il ne criait pas, c'était pire, il travaillait en silence avec une application d'artisan, il sifflotait parfois un air d'opérette pendant qu'il nous hissait au plafond. Un autre membre des francs-tireurs et partisans ajoutait « son nœud était sa fierté ». Un jour, il a dit à un de ses collègues allemands qui s'apprêtait à frapper un prisonnier « Laisse, celui-là est à moi, il faut faire ça dans les règles de l'art. » Dans les règles de l'art. La phrase frappa Julien comme un coup de poing. L'artiste. Le tortionnaire. Le même vocabulaire, la même exigence d'une perfection technique au service d'un côté de la beauté, de l'autre de l'horreur absolue. Mais les témoignages, si accablants fussent-ils sur les méthodes du bourreau, restaient muets sur son identité. Personne ne l'avait jamais appelé par son nom. Pour les victimes, il n'était qu'une fonction, un instrument de douleur incarné. Pour ces maîtres allemands, il était sans doute un subalterne sans importance, un Hilfswilliger anonyme. La première piste sérieuse émergea d'un carton oublié, portant la cote affaires diverses, milices et partis collaborationnistes. À l'intérieur, Pelletier dénicha une liste manuscrite dressée en septembre 1944 par un fonctionnaire zélé de la nouvelle préfecture. C'était une liste des indicateurs et agents occasionnels de la Gestapo, établie sur la base de dénonciations et des quelques archives allemandes saisies dans la précipitation de la débâcle. La plupart des noms étaient cochés avec des annotations laconiques, arrêtés, fusillés, en fuite. Et puis, au milieu d'une page, un nom sans annotation, Durand Gaston. À côté, entre parenthèses, une note du greffier ancien docker, signalé comme particulièrement violent, proche du PPF de Simon Sabiani, actif rue Paradis, disparu en août 1944. Gaston Durand. Le nom était commun, presque banal. Mais la mention docker et particulièrement violent fit tilt dans l'esprit de Pelletier. Les hommes de main de la collaboration marseillaise étaient souvent issus de ce milieu dur du port, où la loi du plus fort et les combines avec le crime organisé étaient monnaie courante. Maintenant, dit le vieil historien avec une lueur sombre dans le regard, nous avons un nom. Il faut lui donner un visage. La quête changea de nature. Ils abandonnèrent les archives de la répression pour celles, plus administratives, de la vie civile. Ils cherchèrent la naissance de tous les Gaston Durand nés dans les Bouches-du-Rhône entre 1910 et 1925. Ils croisèrent les résultats avec les registres d'embauche du port autonome de Marseille des années 30 et 40. Le champ des possibles se réduisit. Finalement, un seul profil correspondait parfaitement. Gaston-Émile Durand, né à La Ciotat en 1922. Engagé comme docker en 1939. Fiché par la police en 1941 pour fait de marché noir et agression sur un syndicaliste communiste. Le portrait robot du parfait candidat pour la Gestapo française. La dernière pièce du puzzle, la plus cruciale, se trouvait aux archives militaires.
Chaque jeune Français, avant d'être appelé sous les drapeaux, devait passer devant un conseil de révision. Son dossier contenait des informations médicales, des notes sur son comportement et surtout une photographie d'identité. Après une journée de recherche fastidieuse dans les registres de la classe 1942, Julien tenait enfin entre ses mains le dossier militaire de Gaston Durand. Il l'ouvrit avec une précaution presque religieuse. Et là, agrafée sur la première page, il y avait la photo. Celle d'un jeune homme de 20 ans, le cheveu court, la mâchoire carrée. Il ne souriait pas. Il fixait l'objectif avec une arrogance et une froideur insoutenables. Ce n'était pas le visage émacié et inspiré du poète maudit que la France vénérait. C'était le visage d'un prédateur. Mais les yeux étaient les mêmes. Ce bleu délavé, cette absence totale d'émotion, cette lueur glaciale que Julien avait vue dans le regard du septuagénaire André Lemaître lors de leur unique et brève rencontre à Paris. C'était le même regard. Un regard qui ne jugeait pas, ne ressentait pas, mais simplement constatait et prenait. En cet instant, dans le silence de la salle de lecture, Julien Dubois sut, avec une certitude qui lui glaça le sang, qu'André Lemaître et Gaston Durand n'étaient qu'une seule et même personne. Le peintre de la souffrance était Lacorde. La découverte fut un choc, mais la certitude qu'elle apportait fut suivie d'une question vertigineuse. Comment le tortionnaire Gaston Durand, disparu en août 1944, était-il devenu le célèbre artiste André Lemaître? Comment avait-il pu échapper à l'épuration, qui fut pourtant particulièrement sanglante à Marseille, et se réinventer de manière aussi spectaculaire? L'enquête de Julien et Pelletier entra dans sa phase finale. Ils se firent passer pour des généalogistes afin de remonter la piste d'André Lemaître. Et ce qu'ils découvrirent fut la preuve d'une intelligence et d'une audace criminelle hors du commun. Il n'existait aucun André Lemaître né dans les années 20. Le nom était une pure invention. Les premiers documents officiels au nom d'André Lemaître dataient de 1945. Une carte d'identité provisoire émise à Lyon, une ville alors en plein chaos administratif. Le scénario qu'ils reconstituèrent pièce par pièce était diabolique de simplicité. En août 1944, alors que les troupes alliées débarquent en Provence et que les résistants marseillais lancent l'insurrection pour libérer la ville, Gaston Durand comprend que la partie est finie. Il n'attend pas ses anciens maîtres, il se volatilise. Il abandonne son nom, sa vie, et sans doute avec l'aide de quelques contacts dans le milieu, il se procure de faux papiers au nom d'un personnage fictif. Il devient André Lemaître. Pour justifier son absence durant les années de guerre, il s'invente cette histoire floue d'enrôlement de force, de traumatisme, de jeunes artistes brisés, qui, dans la France exsangue de 1945, irait vérifier les dires d'un jeune homme qui se présentait comme une victime de plus de la barbarie nazie. Et puis il y eut le coup de génie, la peinture. Il se mit à peindre non pas pour exorciser un traumatisme subi, mais pour dissimuler et recycler un passé de bourreau. Ces paysages tourmentés, ces ciels de plomb, ces arbres torturés n'étaient pas des métaphores de sa souffrance, mais le reflet littéral, presque arrogant, de ses souvenirs. Il peignait ce qu'il avait fait, ce qu'il était. Le nœud, cette signature obsessionnelle, n'était pas un symptôme involontaire de son trauma, mais une provocation, un défi lancé à un monde aveugle, la signature d'un assassin qui contemple son œuvre. Il avait transformé la salle de torture en atelier, et les cris de ses victimes en applaudissements de la critique. C'était l'imposture ultime, le camouflage parfait. Julien passa une nuit blanche à préparer son dernier voyage en Provence. Il ne s'agissait plus d'écrire la biographie d'un grand artiste. Il s'agissait de prononcer un réquisitoire. Il emporta avec lui un porte-document. À l'intérieur, pas de questions sur la technique picturale ou les influences cubistes. Juste 3 pièces à conviction. Une photocopie du dessin du nœud, une reproduction de la photo d'identité de Gaston Durand et les photocopies de 3 témoignages de rescapés de la rue Paradis où les noms des victimes étaient surlignés en rouge. Il allait rendre visite au maître, non pas en tant que critique d'art, mais en tant que messager du passé. Le mas d'André Lemaître était baigné dans la lumière dorée d'une fin d'après-midi de septembre. Le chant des cigales, assourdissant, semblait vouloir couvrir le silence pesant de l'histoire.
Julien gara sa voiture et traversa le jardin d'oliviers. L'air sentait le thym, la lavande et la terre chaude. Un paradis. Ou la façade d'un enfer. Le maître le reçut sur la terrasse, à l'ombre d'une treille chargée de raisins noirs. Il était vêtu d'une simple chemise de lin blanc et paraissait plus frêle que dans le souvenir de Julien. Il sourit, un sourire mince et sans chaleur, et lui offrit un verre de vin rosé. « Alors, jeune homme, dit-il d'une voix rendue rocailleuse par le tabac, vous avez fini vos recherches ? Mon mythe est-il prêt à être couché sur le papier glacé ?» Julien posa son verre. Son cœur battait à se rompre, mais sa voix, quand il parla, était calme et neutre. « J'ai encore quelques questions, maître, des questions de détail pour finaliser. Sur votre période marseillaise, le regard du peintre se durcit imperceptiblement. J'ai peu de souvenirs de cette époque, une période sombre. J'ai tout mis dans ma peinture. Regardez mes toiles, les réponses sont là. Justement, répondit Julien. Il ouvrit son porte-document et en sortit la première feuille. Le dessin du nœud. Il le posa sur la table en pierre entre les verres de vin. Ce motif, par exemple, on le retrouve souvent. C'est une sorte de signature, n'est-ce pas ? Le maître fixa le dessin. Pour la première fois, une lueur d'inquiétude passa dans ses yeux bleus. Il ne répondit pas. « C'est un nœud très particulier, » continua Julien, sa voix se faisant plus précise, plus incisive. « Un nœud de professionnel. Il a un nom chez ceux qui l'ont subi. Il l'appelait le nœud de la corde. Ça vous dit quelque chose ? Un tortionnaire français qui travaillait pour la Gestapo au 425 rue Paradis. » Le visage du vieil homme se figea. Le masque du poète se craquela, laissant entrevoir une dureté insoupçonnée. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ce sont des fantasmes d'historiens. Je peins des cordes, pas des histoires de guerre. » Julien sortit alors la deuxième liasse de feuilles. Les témoignages. Il les posa à côté du dessin. Pierre Vallée, 22 ans, membre du réseau Libération Sud. Arrêté le 12 mars 1944. Mort sous la torture après 3 jours de suspension par les poignets. Marie-Hélène Segal, 19 ans, agent de liaison, arrêtée le 2 avril 1944. Elle a survécu. Elle a décrit très précisément le visage de son bourreau, un jeune homme aux yeux très clairs. Le silence était total. Même les cigales semblaient s'être tues. Le maître ne bougeait plus. Ses mains, ses larges mains de docker posées sur la table, s'étaient crispées. « Vous perdez votre temps », siffla-t-il, la voix soudain changée, plus basse, plus rauque, une voix de bas-fond. « Je ne crois pas, » dit Julien. Il sortit alors la dernière pièce. La photographie. Il la fit glisser sur la table jusqu'à ce qu'elle touche la main du peintre. Le visage arrogant et froid de Gaston Durand, 20 ans, fixait le ciel de Provence. « Et cet homme, le connaissez-vous ? Son nom est Gaston Durand. Il a disparu de Marseille en août 1944, au moment précis où un certain André Lemaître commençait à exister. Ce fut la fin. Le masque tomba en éclats. Le visage du vieil homme se décomposa, non pas dans la peur ou le remords, mais dans une expression de haine pure et glaciale. Le poète maudit avait disparu, volatilisé. À sa place se tenait un vieillard aux yeux de serpent, un tueur démasqué. Il ne tenta pas de nier. Son corps tout entier était un aveu. La posture voûtée de l'artiste laissa place à une raideur agressive. Il se leva d'un bloc, renversant son verre. Le vin rosé s'étala sur la pierre comme une flaque de sang. « Vous n'êtes qu'un fouille-merde !» gronda-t-il, et dans sa voix résonnait l'accent brutal du port de Marseille, un accent qu'il avait passé 50 ans à effacer. « Ces gens n'étant que de la vermine, des terroristes. J'ai fait mon travail, et je l'ai bien fait. » L'aveu était là, abject, sans l'ombre d'un regret. Julien se leva à son tour, le cœur lourd mais l'esprit clair. Sa quête était terminée. Il avait déterré la vérité. Il n'y avait plus rien à dire. Il laissa les papiers sur la table, le nœud, les noms des victimes, le visage du bourreau, et tourna les talons, abandonnant le monstre à son paradis profané. Le lendemain, la première dépêche tombait. Le célèbre peintre André Lemaître était en garde à vue, accusé de crimes contre l'humanité. La toile de sa vie, si brillamment tissée de mensonges et de faux semblants, venait d'être lacérée pour toujours. La justice, si longtemps bafouée, reprenait enfin ses droits, et dans le silence des musées, ces toiles sombres ne raconteraient plus jamais la même histoire.
Elle ne serait plus le témoignage de la souffrance sublimée, mais la preuve obscène et éternelle de la barbarie d'un homme qui avait cru pouvoir échapper au nœud de la mémoire.